Europe 1. 8h13 sur Europe 1, votre invitée Sonia Mabrouk est députée La France Insoumise au Parlement européen et présidente du groupe de gauche au Parlement européen également. Oui, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Manon Aubry. Bonjour Sonia Mabrouk. 4 mois après sa suspension du groupe LFI pour condamnation pour violence conjugale, donc la décision du groupe La France Insoumise de réintégrer Adrien Quatennens dans ses rangs à l'Assemblée nationale est-elle en train de faire exploser la NUPES? Nous allons en parler, mais tout d'abord, je rappelle que vous aviez exprimé, Manon Aubry, votre malaise après les interviews d'Adrien Quatennens pour se défendre lui-même dans les médias. Aujourd'hui, il est réintégré. Que devient votre malaise ? Il existe toujours face à cette interview qu'il a donnée où il avait renversé la charge de l'accusation entre d'un côté l'agresseur et la victime. Il avait relativisé la gravité des faits et ça, c'est stipulé dans le communiqué qui a été fait hier par la France Insoumise. Parce que si on refait l'historique des faits, en effet, il a été condamné à 4 mois avec sursis pour violence conjugale par la justice. Puis le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale l'a exclu, ce qui n'est pas rien quand même comme décision, pour 4 mois. Puis il y a eu cette fameuse interview, j'ai exprimé à ce moment-là en effet mon malaise en tant que féministe, en tant que militante politique, et je crois que depuis il y a du chemin qui a été parcouru, du chemin, et dans ce communiqué de la France Insoumise d'hier, il y a aussi une reconnaissance, une prise de conscience que ces mots-là, que cette démarche ont été choquants à ce moment-là. Donc demain, Manon Aubry, vous pouvez faire avec Adrien Quatennens meeting commun, déclaration commune, réunion commune, vous y souscrivez, la page est tournée. C'est pas un blanc-seing. C'est pas un blanc-seing. C'est sous condition, cette réintégration? C'est pas un blanc-seing. Il y a eu la condition d'abord de la réalisation de son stage de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il a vu tout un tas de spécialistes sur le sujet. Il s'est engagé la question est politique, à la poursuite. Là. C'est-à-dire, est-ce que vous, en tant que responsable mais là, vous me politique... demandez, moi, est-ce que je me vois faire avec lui? Oui, donc il y a une dimension individuelle aussi. Et la réponse? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un blanc-seing et qu'il devra faire la démonstration que quelque chose a changé, qu'il y a eu une sanction politique, qu'elle a été utile à la transformation d'un parcours. Donc moi je le dis. Il devra faire la démonstration auprès de vous, parce qu'il est libre de siéger, il est libre de. Bien sûr, il est député, il a sa condamnation. Il reste député. Son mandat de député n'a pas été remis en cause. La question c'était la cohérence de nos valeurs politiques avec ces faits. Et donc je pense qu'il y a une sanction qui a été prise. Et la question de fond qui est posée au final, c'est comment en politique, quelle est l'échelle de valeur et l'échelle de sanction? Mais d'abord, c'est la difficulté qu'on a. Cette réintégration. Il n'y a pas de manuel idéal. Oui, mais enfin, il y a peut-être des questions à poser pour la France Insoumise, parce que ce vote en trompe-l'œil hier des députés insoumis, en réalité, c'est le choix de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui décide de tout. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un vote à bulletin secret qui a décidé démocratiquement. Mais parce que pour que tout le monde se sente à l'aise. S'il y avait eu un vote à main levée, vous m'auriez dit Sonia Mabrouk, je suis sûre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas l'ombre de Jean-Luc Mélenchon qui planait? Bon, là, il y a eu un vote. Je n'ai même pas besoin de poser la question. Ben, vous l'aviez déjà posé. Mais là, chacun a pu voter tranquillement en se disant, est-ce que les conditions sont réunies? Voilà, moi, je respecte le vote démocratique de mon groupe politique. Vote démocratique, à bulletin secret. Comme quand vous votez pour des élections, vous votez aussi à bulletin secret. Vous trouveriez ça bizarre qu'on vote pas à bulletin secret. Madame Aubry, quand il s'agit de l'actualité depuis la commission mixte paritaire sur les retraites, là, tous les insoumis mettent en avant la nécessaire transparence. Mais c'est différent. Là, vous comparez. Et Louis Boyard, il tient une liste de ceux qui votent, mais bien sûr, mais vous avez la transparence à mais là, c'est normal parce que l'objectif, c'est que notre groupe politique parvienne à une décision qui unisse le groupe et qui nous permette d'aller de l'avant. Parce que vous voyez, je suis venue une des dernières fois, on se disait ça en antenne, et je me retrouvais déjà à parler du sujet. Donc la question, c'est comment on avance. Et moi, quand je vois le chemin qui a été parcouru, oui, c'est pas idéal. J'entends la colère de nos collègues de la NUPES. Vous savez ce que j'entends, moi, votre embarras ce matin. On connaît vos combats. Mais c'est pas une situation facile, évidemment. Mais je vais pas me cacher. Moi, j'avais exprimé mon malaise. Est-ce que vous êtes encore audible sur ce sujet qui est mais bien sûr. un sujet grave? Vous savez, moi, sur lequel déjà, la France Insoumise a donné des leçons. Bon, je constate que c'est au passage toujours aux féministes qu'on demande des leçons en général sur ce genre de sujet. Là, vous êtes en pointe sur ce combat. Bien sûr. Et donc, moi, je me suis pas cachée derrière mon petit doigt. Vous le savez, Sonia Mabrouk. Quand je vois aussi le chemin qui a été parcouru, c'était pas une évidence qu'il y ait une clause de revoyure. Il y a une clause de revoyure, il y a un nouveau vote, il y a eu des conditions qui ont été posées. Maintenant, vous voyez, j'entends aussi la difficulté que ça pose parce que je vous l'ai dit, quand on est condamné à 4 mois avec sursis pour violence conjugale, c'est quoi le manuel politique de la réhabilitation potentielle? Est-ce qu'on exclut à vie ou c'est quoi l'intermédiaire? Et c'est pour ça, moi, je vous refais cette proposition que j'avais déjà faite et je pense que
c'est l'heure de passer aux travaux pratiques. Nos collègues de la NUPES sont gênés aussi. J'entends leur gêne. Non, J'entends leur colère. non, gêné, c'est un euphémisme. Mais moi, ce que je vous dis... La honte, c'est indigne. La sénatrice socialiste Laurence Rossignol et vice-présidente de la délégation des droits des femmes estime d'ailleurs qu'il y a une affaire LFI-Mélenchon plus qu'une affaire Quatennens désormais. Mais alors, je mets de côté l'instrumentalisation politique qui pourrait être faite par ceux qui ne veulent pas de la NUPES ou qui en profitent pour attaquer Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est comment on lutte contre les violences faites aux femmes dans tous les milieux. C'est vrai dans le milieu journalistique, c'est vrai dans le milieu politique, c'est vrai dans le milieu sportif. Eh ben, moi, à mon échelle, dans le milieu politique, ce que je pose comme proposition, c'est que toutes les organisations de la NUPES se retrouvent sérieusement autour d'une table et trouvent une méthode commune pour gérer au mieux ces violences. Parce que, de nouveau, quand vous êtes pris face à un cas comme ça, c'est quoi la solution idéale ? 4 mois de sursis, c'est quoi en termes l'équivalence en termes de sanctions politiques? Mais Manon, eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire. Est-ce qu'on l'a fait parfaitement? Reprenons ce que vous disiez avant sur les autres. Sûr. Quand quelqu'un de LR ou du RN s'était retrouvé dans cette situation, vous auriez trouvé aucune circonstance atténuante, aucune. Alors déjà, il ne faut pas tout comparer, mais si vous voulez, non, mais si vous voulez aller dans la comparaison, nous on cherche des noises parce qu'au final on agit. Mais quand je vois qu'un certain nombre d'hommes politiques, je prends Monsieur Damien Abad pour ne prendre que lui. Pour Monsieur Quatennens, il y a une condamnation. Bien sûr, il y en a d'autres qui ont été condamnés à LREM. Je pense à Monsieur Benoît Simion par exemple. Et LREM et Renaissance n'ont absolument rien fait. Donc oui, bien sûr, quand on est à la pointe d'un combat, je sais que vous allez être plus intransigeant avec nous. Et moi, je crois que je ne me suis pas cachée sur ces sujets. Je vous ai dit le chemin qui a été parcouru. Maintenant, j'espère qu'on ne passera pas l'ensemble de la matinale sur le sujet parce que je ne veux pas occulter l'ensemble des combats politiques que nous menons ensemble. Justement, est-ce que la NUPES est morte ce matin? Non, vous savez, la NUPES a quasiment 1 an. On l'a construite en 13 jours et 13 nuits. RIP alors, et au ça bout fait, d'un an. Non, ça fait quasiment 1 an que toutes les semaines, on nous pose la question. Je suis sûre, Sonia Mabrouk, je me mets au défi. On va aller chercher nos interviews précédentes et on va voir si vous ne me posiez pas déjà exactement la question dans ces mêmes termes. Vous savez qu'on arrive à un moment paroxystique. Vous avez entendu les mots là des socialistes qui estiment que c'est indigne comme décision sur Adrien Quatennens. Certains verts parlent de honte. Franchement, où en est cette alliance baroque aujourd'hui de gauche quand vous entendez cela? Alors, plusieurs choses. D'abord, moi je suis assez fatiguée. C'est un peu comme sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Je fais partie de ces petites mains, de ces petites artisanes qui font vivre la NUPES au quotidien. Je me suis battue pour qu'elle existe. Et je vois que certains, à force de vouloir se différencier, en fait, ça fait exister politiquement et médiatiquement le fait de taper sur la NUPES. C'est ce qu'ils disent, les autres. Parfois, quand j'entends... Ils peuvent trouver indigne la réintégration d'Adrien Quatennens. Quand j'entends Fabien Roussel qui parle de « il faut un grand front populaire », j'ai envie de lui dire « et qu'est-ce que Pellerio NUPES ?» Et il peut vous dire, regardo aussi le vote que j'ai fait au congrès du Parti communiste, haut la main. Oui, 82%, très bien, mais sur quelle ligne politique? Si la ligne sienne. Oui, mais une ligne politique que je ne pense pas sur le fond qu'elle est profondément distincte de celle de la NUPES. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'alliance de gauche en dehors de vous. Vous êtes, c'est l'hégémonie, c'est moi ou rien d'autre. J'ai pas dit que c'était nous ou rien d'autre, mais acceptez que quand on fait 22% à l'élection présidentielle, on est une force motrice de la NUPES. Mais Jean-Luc Mélenchon aurait pu dire je fais mes 22% tout seul, allez vous faire voir. Non, la NUPES, elle a été créée comme une force alternative de gouvernement. Donc moi, ce que je vous dis à cette heure, c'est que on a été beaucoup à parler d'acte 2 de la NUPES. Il y a eu plein d'idées qui ont été échangées d'ailleurs à travers médias interposés. Alors moi, ce que je propose, c'est que là aussi, on passe aux travaux pratiques. Quelques propositions qu'on peut faire, par exemple, avoir développé 1000 groupes locaux d'ici 2 ou 3 mois, avoir un comité de campagne pour le référendum la démocratie participative. Mais bien sûr, et c'est nouveau. C'est pour ça, allons encore plus loin. On peut faire en sorte que les propositions de loi à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle les niches, ce soit des niches collectives. On peut passer encore différentes étapes. Vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel. Je prends par exemple. Donnez-moi un exemple. Fabien Roussel il y a quelques jours, ne voulait pas reprendre l'expression de violence policière. Vous dénoncez des violences policières. Il y a encore quelques heures, il dit qu'il faut être ferme sur les frontières et sur la migration. Vous dites l'inverse. Vous n'êtes pas d'accord. C'est un bon exemple parce qu'on voit que Fabien Roussel, à vouloir se distinguer, parfois, il va même plus loin que ce qu'il ne pense. Il a un peu rétro-pédalé sur les frontières. À la fin, on ne sait plus trop bien ce qu'il pense. Il se fait applaudir par la droite. Il se dit peut-être que je suis allé trop loin. Bon, à la fin, moi, j'ai pas envie de taper sur nos amis communistes que je vois
vraiment, c'est qu'à la fin, ceux qui nous écoutent peuvent être désespérés de ça. Et moi, je leur dis, en fait, il y a des gens qui se battent pour que la NUPES, elle vive, pour qu'elle existe, pour qu'elle soit en capacité de gouverner. Et c'est ça qui compte, c'est comment on est l'alternative. À l'heure où Macron, on voit à quel point il s'écroule, oui. Il s'entête avec sa réforme des retraites. Et aujourd'hui, l'alternative, c'est cette alliance de gauche qui est inédite et qui peut passer un nouveau cap. Parce que moi, je vous le dis, je fais pas de la politique pour de la décoration. À la fin, c'est pour changer la vie des gens. Mais hier, aux Pays-Bas, Emmanuel Macron a été interpellé sur ce qui se passe en France. Il a été interrompu au début de son discours à La Haye sur la démocratie dans l'Hexagone par des militants et sur la volonté du peuple sur les retraites. Comment vous avez réagi à cette séquence ? Ça veut dire quelque chose. Alors, j'ai vu cette petite blague c'était à La Haye, et ça a été le tribunal de la huée en référence au tribunal de La Haye. Mais ça veut dire quelque chose que Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne peut plus mettre un pied dehors sans qu'on lui rappelle la réforme des retraites, sans qu'on lui rappelle la brutalité sociale et démocratique avec lequel il gouverne notre pays. Et c'est vrai en France comme c'est vrai à l'étranger. Je rappelle qu'il a annulé sa venue au Stade de France et que à la minute 49 et 30 secondes, il y a eu des sifflets. Qu'il a annulé son déplacement dans le Var. À Emmanuel Macron. Il est allé dans le lac de Serponçon à ce point-là. Les derniers présidents aussi ont eu des difficultés à sortir. On leur a dit emmurés dans l'Élysée. Non, moi je me souviens quand j'étais petite, je voyais des présidents de la République qui faisaient des bains de foule. Aujourd'hui, Emmanuel Macron en est incapable. Et oui, il est un peu comme un forcené, retranché à l'Élysée, dans sa tour dorée. Vous reprenez ce mot de forcené ? Je pense qu'il est tellement isolé aujourd'hui. Vous le voyez, il prend un hélico pour aller faire un déplacement sur l'eau. Tout le monde voit qu'il essaie de tourner la page de force. Mais moi, je le dis à Emmanuel Macron, non, en fait, la page, elle ne va pas se tourner. Tous les matins, tous les jours, il y a encore des actions. Des actions. Mais je veux parler de ces actions qui se déroulent à bas bruit et que finalement, on s'est presque habitué. De quelles actions vous parlez ? Mais plein d'actions. J'entendais, par exemple, ce matin, il y a un blocage d'un dépôt frigorifique qui va bloquer tous les supermarchés de Auchan. Bien, mais il y a une raison, il y a une date, il y a une décision du Conseil constitutionnel, vous la respecterez. Bien sûr que je la respecte, mais le droit n'est pas la légitimité politique. Ah, mais quand vous dites oui, mais vous la respectez un peu moins. Non, attendez. D'abord, d'un point de vue juridique, il y a des motifs de rejet juridique. Le Conseil constitutionnel il y a des motifs de rejet juridique. Donc, moi, j'espère que cette loi sera censurée et auquel cas on a gagné. Si c'est pas le cas, ça n'enlève rien au rejet démocratique, au rejet politique, au rejet social. Ça veut dire que la parenthèse ne sera pas refermée. Non, et je le dis à Emmanuel Macron, mais il se fourvoie, mais complètement. Il se fourvoie, ce sera le Conseil constitutionnel qui aura décidé. Mais Sonia Mabrouk, après 3 mois de mobilisation, vous en parlez tous les matins quasiment à cette antenne. Je pense que vous en avez même marre de parler de ce sujet. Non, c'est un sujet important qui nous concerne tous. Et donc tout le monde aimerait passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, pour laver la colère du pays, il faut qu'il retire cette loi. Il n'y a pas d'autre alternative. Il le fera pas. Donc décision du Conseil constitutionnel. Et donc, s'il y a une décision du Conseil constitutionnel, elle est double. On attend aussi celle du référendum d'initiative partagée. S'il est validé, on part en campagne dans la seconde. S'il est invalidé, ce sera 49.3, mais puissance 10 en matière de colère dans le pays. En matière de colère dans le pays. 49.3 des mobilisations spontanées. Mais j'en ai déjà vu qui seront prévues. C'est comme si vous pouviez claquer des doigts que les gens descendent dans la rue. Vous voyez bien qu'il y a une démobilisation. Mais vous voyez... On peut le comprendre après 11 ou 12 mobilisations dans la rue. Justement, c'est la 12e journée de mobilisation. Moi, j'ai 33 ans. J'ai jamais vu une mobilisation aussi longue, aussi forte, qui marque l'histoire et qui est en train de marquer l'histoire de notre pays et qui s'invite finalement à tous les étages. C'est à l'Opéra, c'est à La Haye, c'est à la terrasse de nos cafés. La Haye, c'était quelques militants. On ne va pas transformer cela en mouvement de foule. Vous voyez bien qu'il y a un élan populaire qui ne s'arrête pas dans le pays. Mais contre quoi ? Parce que vous-même, par exemple, au sein du Parlement européen, vous avez employé certains mots et vous avez été reprise. Je pense notamment par l'ex-premier ministre belge et eurodéputé Guy Verhofstadt, qui a rappelé que la France est une démocratie. Et on a besoin de le rappeler ? Bien sûr, une démocratie dans laquelle une loi est adoptée sans vote de notre Parlement. Quand j'explique ça à mes collègues au Parlement européen, avec des outils disent, dans la Constitution, avec un Conseil constitutionnel bien sûr, qui va... Et avec moi, je le dis, un abus de droit. Aujourd'hui, vous savez... Même, je me ferais... Évidemment qu'on n'arrivera pas à convaincre Macron que cette réforme, elle est profondément injuste parce que lui, depuis sa tour de Ré, travailler 2 ans de plus, il ne voit pas ce que c'est la vie d'un cariste, la vie d'un chauffeur, la vie de tous ceux là, qui sont dans leur voiture et qui nous écoutent et qui se disent travailler jusqu'à 64 ans, c'est pas impossible. Mais s'il ne le fait pas par conviction politique, alors qu'il le fasse comme président de la République, garant de l'unité. Vous avez 30 ans, vous avez déjà travaillé, mis à part. Mais bien sûr que j'ai travaillé. J'ai travaillé en ONG, j'ai travaillé dans la lutte contre l'évasion fiscale et j'ai travaillé en me levant tous les matins pour
un salaire qui n'était pas très grand. Les 2 ans Mais de plus par rapport à ce que vous faites, c'est inadmissible, c'est impossible. Bah moi, je me voyais pas travailler 2 ans de plus, mais surtout, je pense à toutes celles et tous ceux pour qui ça va être encore plus difficile et qui vont travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ce combat, on le mène pour toutes ces serveuses, pour tous ces caristes, pour toutes ces aides-soignantes, pour tous ces métiers. Et je leur dis, aujourd'hui, on ne va pas lâcher. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est toujours non. Le pays est en ébullition. Emmanuel Macron a renoncé. Il n'est toujours pas trop tard. Merci Manon Aubry d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Ainsi qu'à nos auditeurs. Merci.